L'idée vraiment voilà, de cette visioconférence, c'était de pouvoir avoir l'occasion d'échanger avec Guillaume Charon, qui a une certaine expertise sur le microcosme genevois au niveau du Conseil des droits de l'homme et qui est, si je ne me trompe pas, directeur du bureau Genève pour une dépendance diplomate, qui est une ONG qui fait un certain nombre de plaidoyers dans les institutions onusiennes et je pense qu'il nous en parlera un peu plus en détail et il présentera certainement mieux que moi ce qu'il fait a priori. Et donc, en fait, cette occasion-là est particulièrement intéressante parce que vous avez pu remarquer, ou alors c'est assez improbable que vous n'ayez pas fait, qu'on est en plein COP26, qui pose du coup, qui rappelle voilà, tous ces enjeux euh, en matière de changement climatique et d'engagement au niveau mondial, et on voit qu'on a un peu de difficultés. Mais on a peut-être un peu oublié de voir ce qui se passait au Conseil des droits de l'homme. Et justement, donc, il y a lors de sa 48e session, il y a eu plusieurs textes qui ont été adoptés sur les questions changement climatique et droits humains, notamment la création donc d'un rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des changements climatiques. Et c'est ce texte-là ainsi qu'un autre qui a été adopté en même temps, qui reconnaît justement qu'il y a un droit reconnu à un environnement propre, sain et durable, et que ce droit est reconnu comme un droit humain en tant que tel, que les États et les gouvernements sont amenés à s'assurer de sa mise en œuvre. Et donc, voilà, voilà un peu le cadre rapidement de cet enjeu. Et puis, donc, on aura vraiment l'occasion, je pense, avec Guillaume, de voir en détail un peu l'origine de ce projet. Et puis, un peu qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter par rapport à ce qui se fait déjà au niveau de la COP26. En quoi c'est complémentaire, en quoi ça va plus loin, probablement, ou en tout cas comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que tout ce qui est mécanismes spéciaux, rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme, c'est peut-être un peu des fois un espace un peu hermétique à l'opinion publique. Donc, ça sera aussi l'occasion d'expliquer brièvement, je pense, un peu son fonctionnement. Je te laisse, François, si tu voulais rajouter un certain nombre de points, notamment un peu sur les enjeux. Tu avais pas mal travaillé récemment sur la COP26, là, tu as suivi pas mal les débats. Et donc, peut-être rappeler un peu le contexte un peu plus général, si tu le veux. En fait, c'était plus par rapport à ce que ça pouvait apporter justement par rapport effectivement aux peuples autochtones, hein. Mm. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu une protestation des peuples autochtones en tant que tels. Bon, même pas par rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas arriver à la COP26 pour cause de Covid, mais pas seulement, pour cause de coûts aussi, et donc de pression, etc. Mais aussi par rapport aux compensations, c'est-à-dire au marché du carbone, en disant que le marché carbone, en fait, les compensations, c'était eux qui en payaient le prix, ce qui est quand même un comble, évidemment, puisque on sait bien qu'il y a une dette écologique. Donc ça, je ne peux pas en parler d'ailleurs, ça vient juste de commencer. Ils commencent en ce moment à parler de ça, hein, du fonds vert qui doit compenser la dette écologique des pays riches et de leur industrialisation avec les résultats qu'on connaît sur le réchauffement climatique. Et donc je me demandais, donc c'est une chose que je pense peut-être est traitée au Conseil des droits humains de l'ONU, je me demandais si ça pouvait ajouter aux peuples autochtones des droits. Parce qu'à l'heure actuelle, hein, on sait bien qu'en Amérique latine, hein, que je connais mieux, mais c'est pareil en Afrique, Régis pourra confirmer, c'est qu'il y a énormément de bagarres, entre guillemets, contre l'extractivisme et contre toute l'exploitation de tous les minerais, hein, de toutes sortes, et même des minerais qui servent aux énergies renouvelables. Je cite toujours les Mapuches, évidemment, hein, avec le lithium, les apothèques au Mexique avec EDF, etc., etc. Donc, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Il y a des droits à l'ONU, hein, pour les peuples autochtones, mais qui ne sont pas toujours respectés et appliqués. Et là, je pense que ça peut donner une ouverture, effectivement, pour permettre à toutes ces minorités qui sont quelquefois quasiment des majorités, hein. En Bolivie, c'est le cas, et au Guatemala aussi. Et au Guatemala, c'est une boîte à nous je fais exprès de dire boîte, une entreprise qui sévit dans le pétrole sale. Voilà, donc c'est la seule chose que je voulais dire par rapport
par rapport à ça, voire la COP26 s'est assez peu occupée des dégâts humains et de l'environnement, à part l'histoire de la déforestation, puisque apparemment c'est un gros progrès, au moins dans les promesses. Hein. Les pays jurant leur grand Dieu qu'ils n'allaient plus jamais déforester, et même le Brésil. Donc on voit que là, c'est voilà. Régis me rappelle effectivement que donc ça c'est pour tout le monde que cette visioconférence est organisée par la commission transnationale. Hein. Voilà, donc je vais laisser la parole à Guillaume et après on pourra lui poser évidemment des questions. Hein. Comme vous le savez, les questions passent soit par le chat, soit par en levant la main en bas de votre écran au petit plus qui s'appelle réaction en principe. Hein. Ça dépend des ordinateurs. Voilà, donc bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Et puis Guillaume, je te passe la parole. Merci Françoise et bonsoir tout le monde. Merci Elias et merci à la commission d'organiser cette visioconférence. C'est pas exactement comme ça que j'avais prévu enfin, tu rentres déjà dans le vif du sujet, Françoise, avec la COP, donc ça me donne presque envie de commencer par là. Mais par souci d'honnêteté, je vais plutôt me revenir sur ce qu'Elias avait dit, qui je suis et qu'est-ce que independent diplomate ou les diplomates indépendants, c'est quand même un peu une oxymore et que ça peut amener certains à vouloir en savoir plus. Alors moi, je suis membre d'Europe Écologie Verte depuis 2 ans et demi même. Et en même temps, j'ai le chapeau où je suis directeur de l'Independent Diplomat à Genève. C'est une organisation, une ONG, donc à but non lucratif, qui est composée principalement d'anciens diplomates ou de diplomates qui ont quitté le service de leur État pour mettre leur réseau et leurs connaissances au service de causes et qui sont méritantes et pour lesquelles on cherche à utiliser notre expérience pour les amplifier. Dans ce cadre-là, on travaille c'est une ONG qui a 15 ans d'existence à peu près, qui avait été formée par un diplomate britannique qui s'appelle Karen Ross, qui était la personne qui était en charge des dossiers des armes de destruction massive au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003, lorsque le gouvernement britannique a décidé, de Tony Blair, a décidé de s'engager dans la guerre en Irak. Et étant donné que l'argument du Royaume-Uni à l'époque, c'était que Saddam Hussein était un danger pour l'Occident et qu'il pouvait lancer des missiles de destruction massive en moins de 45 minutes. C'était pas les éléments dont disposait la personne qui était au Conseil de sécurité sur le dossier. Il a quitté ses fonctions et toutes les questions auprès du Parlement britannique actuellement sur la légalité du conflit reposent sur ses analyses en partie à lui. Et a fondé donc Independent Diplomat pour pouvoir continuer justement à défendre ces causes-là. Et depuis 2009, on travaille notamment avec la République des îles Marshall, qui est un État insulaire au nord du Pacifique, et avec lequel on travaille sur les questions climatiques notamment. Et donc, dans un premier temps, on a travaillé avec les îles Marshall dans le cadre de la Convention internationale sur le droit de la mer. Justement à cause de la hausse du niveau de la mer et de la nécessité de reconnaître de trouver de nouveaux moyens pour assurer la reconnaissance territoriale et l'accès à la mer. C'est un sujet très intéressant et la France y est très impliquée et je serais très content d'en parler aussi. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Et puis après, on a travaillé avec les îles Marshall pour créer la High Ambition Coalition, HAC en anglais, ou la haute coalition à ambition, qui est dont la France fait partie et qui en 2015, lors de Paris, a été la coalition avec d'autres qui a poussé pour mettre 1,5, la référence de 1,5 degré dans l'accord de Paris, par opposition à 2 degrés qui les deux se trouvant. Donc l'objectif, mais de préférence à atteindre 1,5. Et depuis, on continue à travailler avec les îles Marshall et actuellement, Françoise, tu faisais référence évidemment
à ce qui se passe à la COP et on est évidemment là-bas et très actif, notamment avec les îles Marshall et avec la High Ambition Coalition autour de ces questions-là, que ce soit l'article 6 ou l'article 8 sur les réparations et les dommages et les 100 milliards de dettes écologiques que les pays développés doivent à peu près aux pays du Sud par rapport à cela. Donc voilà, ça c'est le background. J'ai essayé de faire court, mais en même temps on a 2 heures, donc je me suis permis un peu de donner un peu plus de détails. Et puis comme ça, s'il y en a qui seront intéressés, n'hésitez pas à me poser les questions là-dessus. Mais dans ce cadre, donc il y a 3 ans de cela, les îles Marshall ont installé et ouvert une mission à Genève. Donc je les ai aidés à faire cela, avec comme objectif justement de créer un rapporteur spécial sur les changements climatiques et les droits de l'homme. La motivation des îles Marshall, elle est simple. C'est un État qui ne croit plus tellement, enfin, il continue à travailler autour de la COP et des engagements qui peuvent y être pris, mais sont aussi réalistes sur le fait que c'est un État dont la population va subir de plein fouet les conséquences du changement climatique, puisque pour eux, à partir du moment où le niveau de la mer augmente, la quasi-totalité du pays va être submergée par la montée des eaux. C'est un État insulaire, mais constitué d'atolls. Il y en a 4 ou 5 de par le monde. Le Kiribati, il me semble qu'il y a le Tuvalu, les îles Marshall et les Maldives. Et ils ont ceci de commun, c'est qu'aucun de ces États-là n'a de territoire de terre qui sont au-dessus de 1 mètre au niveau du niveau de la mer. Le dernier rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août a bien dit que, alors je ne sais pas comment on dit en français, le tipping point, ah oui, le point de bascule pour le niveau de la montée des eaux, pour celui-ci, il est déjà dépassé. Et donc, ils savent très bien que à terme, ils sont plus ou moins condamnés. Je le dis plus ou moins parce que, pour être honnête avec vous, ces États continuent à se battre, essayent de réfléchir et trouver des solutions, comme on dit en anglais, outside the box, hein, donc créatives, etc. Il y en a qui veulent leur vendre des îles flottantes, la crème en moins, parce qu'il y a des dettes, etc. Souvent qui sont attachées. Eux, leur philosophie, c'est d'essayer de dire que c'est le droit qui doit être adapté au changement climatique et les accords internationaux. C'est-à-dire que même si le territoire passe sous l'eau, de pouvoir quand même continuer à exister. Eux, ils se considèrent comme des grands États océaniques plutôt que des petits États insulaires. Donc voilà, donc eux, la philosophie a été de dire, voilà, quand on regarde cet état des choses, ils savent très bien qu'une partie significative de leur population va devoir soit se déplacer, soit mourir. De toute façon, un nombre assez important de leurs droits les plus fondamentaux va en pâtir et c'est déjà en train d'en pâtir. Je peux rentrer dans les détails des conséquences qui sont déjà en train d'être de subir. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'ils sont arrivés au Conseil des droits de l'homme avec comme objectif de créer ce rapporteur spécial. Quelque chose que la présidente des îles Marshall, Hilda Heine de l'époque, parce que c'est un État démocratique et il y a quand même eu un changement de gouvernement depuis, avait souligné et demandé lors de la COP à Madrid et en 2019, pour ceux qui s'en souviennent, enfin qu'elle était là-bas. Et donc, les îles Marshall ont fait cette requête. Donc, j'ai travaillé avec eux là-dessus. On a commencé à faire au Conseil des droits de l'homme des démarches pour dire que les îles Marshall allaient travailler là-dessus, pousser pour la création de ce rapporteur spécial. Et puis, je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais grosso modo, on a réussi à le faire lors de la dernière session. C'était pas une mince affaire puisqu'il y a déjà un groupe sur le changement climatique et droits de l'homme à l'ONU. Les détails, oui, très bien. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, mais disons qu'il y avait déjà un groupe sur la question droits de l'homme et changement climatique à l'ONU et au Conseil des droits de l'homme.
Ce groupe est constitué du Vietnam, des Philippines et du Bangladesh. Vietnam, Philippines et Bangladesh. Ce sont 3 États qui n'ont pas permis à qui que ce soit de rejoindre leur groupe, sont très jaloux du sujet qu'ils ont et finalement, quelque part, empêchent toute négociation ou toute ambition sur la question climatique au Conseil des droits de l'homme. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu. Je pense que la plupart des gens qui sont ici sont assez sensibles au lien qu'il y a entre changement climatique et droits humains. Mais c'est vrai que à l'ONU, la question avançait très peu, pour ne pas dire du tout. Et je pense que c'est en partie dû à ces 3 États-là, puisque leurs patrons ou leurs alliés, qui sont la Chine, l'Inde et la Russie, n'avaient aucun intérêt à faire avancer la question des droits de l'homme d'une part et celle du climat de l'autre. Et donc ces questions-là n'ont pas avancé. C'est-à-dire, pour vous dire, ça fait 5 ans qu'ils mettent sur la table les mêmes demandes au Conseil des droits de l'homme, c'est-à-dire une production de rapports, exclusivement des rapports, sur les vulnérabilités. Donc la première année, on a eu le droit l'impact des changements climatiques sur les femmes et les filles. Ensuite, on a eu le rapport sur l'impact des droits de l'homme sur les personnes handicapées. Ensuite, sur les personnes âgées. Et là, cette année, en juin, c'était une synthèse de tous les rapports qui avaient eu lieu précédemment. En sachant qu'ils n'ont jamais pris aucune des conclusions que l'ONU avait produites, pour dire voilà ce qu'il faudrait faire et comment aller de l'avant et améliorer ces situations-là, et qu'ils organisaient des meetings durant les discussions qu'ils avaient demandées lors de la résolution précédente. Donc vraiment, il y avait rien à faire. Et il faut savoir que les pays occidentaux, l'Union européenne, avaient énormément de mal à pouvoir faire quoi que ce soit sur cet état de fait, parce que comme étant les pays les plus pollueurs, ils n'avaient jamais la légitimité pour saper ces 3 pays-là, ou en tout cas, disons de pouvoir s'attaquer au monopole qu'ils ont sur la question à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, là-dessus. Donc nous, avec les îles Marshall, on est arrivé, on a vu qu'ils allaient jamais aller de l'avant. On a eu des meetings avec le Bangladesh qui expliquaient aux îles Marshall que c'est un tout petit État et que de toute façon, ils en avaient rien à faire et que ça allait rien à faire. Enfin bref, ils ont vraiment fait des pieds et des mains pour dire que ça servait à rien, qu'il fallait pas qu'ils le fassent. Donc finalement, on a écrit une résolution, une première mouture d'une résolution qu'on a présentée à d'autres États, tous ceux qui avaient démontré un intérêt lors des discussions qu'on pouvait avoir autour de la question. Et très rapidement, on a vu qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait un momentum. Nous, on voulait s'assurer de pouvoir faire passer cette résolution. On s'est dit, c'est maintenant ou jamais, c'est-à-dire la résolution de la session de septembre à octobre, parce qu'on savait très bien que pour nombreux pays, notamment la France, ça allait être très difficile de prendre une position allant à l'encontre de la question des droits de l'homme et du changement climatique 1 mois avant la COP. D'ailleurs, ça a été une analyse assez correcte et elle a servi aussi beaucoup aux négociations. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait de la part des pays occidentaux, et là je dis vraiment des pays occidentaux parce qu'il y a une alliance à l'ONU pour les pays occidentaux qui s'appelle WEOG. Il y avait pour certains d'entre eux une volonté de pouvoir, comme je disais, mettre fin un peu à ce monopole de ces 3 États-là avec leur patron. Et pour d'autres, une sympathie et un intérêt de pouvoir, une sympathie pour les États insulaires avec lesquels on avait construit la légitimité autour de cette question, et aussi de pouvoir démontrer, arriver à la COP en disant on a fait quelque chose de bien, et déjà d'avoir créé un peu une dynamique et un momentum qui pouvait leur donner un peu
une quelconque aura en allant à Glasgow, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. De la part des pays du Sud, il y avait évidemment un grand intérêt dans la question. Donc, on a créé un co-groupe, un groupe pilote pour négocier ceci avec le Paraguay, le Bahamas, le Panama, les îles Marshall, toute l'Union européenne et le Soudan. Et donc, les négociations ont allé de bon train. Et là, on s'est rendu compte que les principales questions qui étaient en jeu, c'était, je vois juste la question, de ces trois États, y a-t-il une position des réactions face dans les trois États, je suppose qu'on parle du Bangladesh, Philippines et Vietnam, le Bangladesh est peut-être le pays le plus ouvert à ces questions-là et le plus volontariste, les Philippines aussi dans une moindre mesure, mais ils ont des limites. Ces pays-là ne peuvent avoir d'ambition que celle qui leur est autorisée de la part de l'Inde ou de la Chine. Donc voilà. À partir du moment où ces pays-là leur disent niet. D'ailleurs, nous, dans nos négociations, clairement, les trois pays avec lesquels on a eu le plus de mal, ça a été la Russie, l'Inde et le Brésil. Brésil, Argentine. Bon, ça pour ceux qui suivent toutes les négociations climatiques, c'est pas une surprise. La Chine s'est tue, elle a rien dit du tout, et ils ont fini par s'abstenir à la fin. La Chine, grosso modo, on l'a neutralisée en faisant un effort vers les pays africains, parce que tous les pays africains francophones votent grosso modo, et enfin sont très proches des positions chinoises sur les questions des droits de l'homme, bien plus que la France d'ailleurs. Et donc, que ce soit le Burkina Faso, le Sénégal et surtout le Cameroun, etc., étaient très proches des positions chinoises. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est allié ces pays-là, et donc la Chine, ne voulant pas prendre une position à l'encontre de ces pays-là, s'est tue et s'est abstenue, et puis s'est rangé derrière le consensus. L'Inde ne voulait, et comme le Brésil, enfin surtout l'Inde plus que le Brésil, mais ne voulait en aucun cas une forme de redevabilité, alors accountability en anglais, hein, sur les questions droits de l'homme et climatiques. L'Inde veut pouvoir continuer à utiliser ses usines à charbon, veut pouvoir continuer à se développer, et pour elle, le droit au développement est plus important que les droits de l'homme ou les droits environnementaux, clairement. Et donc ils ont été clairs et durant ces négociations sur ce point-là. La Russie a été beaucoup plus comment dire, plus subtile. Il disait que toutes les questions climatiques sont traitées par la COP et pas au Conseil des droits de l'homme, et les questions des droits de l'homme, c'est aux droits de l'homme, et ils veulent pas qu'il y ait l'un envers l'autre. Il faut, en fait, la Russie utilise l'argument de maintenir les silos entre chaque organisation et chaque secteur pour éviter tout renforcement et toute action, en fait. Donc voilà pour un peu les négociations qui ont eu lieu là derrière. Je rajouterai juste simplement que si on regarde vraiment pour pas continuer dans les détails, je veux pas vous endormir, mais il y a deux grands trends, deux grandes tendances qui ont émergé. La première, c'est de se rendre compte que les pays, on voit souvent les négociations climatiques comme les pays développés contre les pays en voie de développement, et évidemment, il y a de cela. Mais que les pays en voie de développement ou les pays du Sud ne parlent pas d'une voix. C'est-à-dire qu'on a 3 ou 4 gros pays qui sont le Brésil, l'Inde et la Chine, qui continuent de se décrire comme des pays en voie de développement et qui parlent donc au nom de tous les pays du Sud, alors que la question de savoir s'ils sont encore vraiment en développement ou
du titre auquel ils peuvent bénéficier devient de plus en plus contestable et que leur position sur les droits de l'homme, clairement, est très contestable. Et que franchement, l'économie russe n'est pas moins développée ou plus développée que celle de la Chine ou de l'Inde, et que, alors que eux, ils sont considérés comme pays développés. Donc, il y a des illogismes et des analyses qui méritent d'être affinées. Et je peux donc vous dire que des pays comme le Soudan, une bonne partie de l'Afrique et les îles Marshall, Fidji et les autres pays avec lesquels je travaillais n'étaient pas du tout contents quand l'Inde ou le Brésil prenaient la parole et disant nous, les pays du Sud, on veut ceci, on veut cela, parce que évidemment, c'est des pays qui mettent en avant utilisent donc les droits de l'homme comme des droits, donc le droit à l'eau, des droits au développement, des droits génériques, alors que les pays du Sud avec lesquels je travaillais étaient tout aussi enclins et intéressés à maintenir les droits de l'homme dans leur aussi individuel, c'est-à-dire le droit aux défenseurs des droits de l'homme à pas finir en prison, à pouvoir s'exprimer sur les questions. Et là, clairement, il y a une tension du Sud sur ces questions-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil. Il y a vraiment cette dimension de protéger les défenseurs et notamment les peuples autochtones qui sont vraiment en première ligne sur ces questions-là. Maintenant, la résolution en elle-même, non, peut-être juste un petit aparté puisque je parlais des dynamiques autour des États. La position peut-être de la France, puisqu'on est tous français ou en tout cas on opère dans ce cadre politique-là. La France a été un des pays les plus réfractaires au sein de l'Union européenne avec la Pologne sur l'idée. Non, peut-être moins que la Pologne, plus que la Pologne, je dirais. Parce que la Pologne, elle, s'est rangée à l'idée à partir du moment où la Russie était contre. C'était assez simple, c'était très binaire de leur part. Alors que la France, elle, était contre. C'était pas la mission ici à Genève, mais apparemment qu'à Paris, la question droits de l'homme et climatique, c'est pas la même chose. Et apparemment qu'à Paris, ils sont pas d'accord qu'il y a une corrélation entre les changements climatiques et les droits de l'homme. Et qu'ils ont fait des pieds et des mains pour empêcher que ça se passe. On a seulement réussi à avoir la France grâce à deux choses, parce que la France est membre du Conseil, donc elle a voté pour, et on a réussi à neutraliser la France grâce à deux mesures. La première, c'est d'avoir les Allemands derrière nous. C'est donc le ministre allemand des Affaires étrangères s'est prononcé en faveur de la création de ce mandat. Et la deuxième, c'est que simplement, c'était très difficile pour la France de prendre une position aussi visible et un peu en solitaire un mois avant la COP, et surtout quand les autres pays européens étaient pour. Donc voilà, c'était assez décourageant pour moi de voir ça, parce que j'aurais aimé qu'on fasse mieux, quoi. Mais bon, c'est souvent le cas que la patrie des droits de l'homme n'est pas toujours la plus grande défenseuse de la question au Conseil des droits de l'homme. Donc voilà, peut-être un dernier truc, c'est sur le texte en lui-même et les prochaines étapes. Et puis après, je parlerai de l'autre résolution qui est tout aussi importante. Donc le texte, nous on a écrit un texte pour créer un rapporteur spécial. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de rapporteur spécial, qu'il n'y a rien sur les climats au sein des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a la conférence des parties, Glasgow, des négociations, etc. Chaque pays fait des promesses qu'on appelle les contributions nationales et déterminées, enfin NDCs en anglais, où chacun dit je vais atteindre la neutralité carbone hier. Ils font tous preuve de démarche et de promesses, mais il n'y a aucun mécanisme onusien pour vérifier que ces choses-là sont bien mises en place, que lorsque l'on dit qu'on va faire une comment on dit green recovery, une reprise verte ou la mise en place de politiques qu'elles respectent les droits de l'homme.
et qu'elles sont en ligne avec ceci. Il n'y a rien. Et donc là, on a créé quelque chose qui, pour la première fois, est un poste au sein des Nations Unies, qui doit qui a comme objectif et qui a le mandat de non seulement regarder l'impact que les changements climatiques ont sur les droits de l'homme, parce que ça, c'est relativement facile. Il y a beaucoup d'ONG qui peuvent le faire. Nous-mêmes, les partis politiques, on a un rôle à jouer là-dedans, mais dont l'objectif est de regarder les législations, les politiques, la contribution du secteur privé à l'érosion des droits de l'homme à cause de l'impact climatique qu'il peut avoir dessus. C'est la première fois que donc on regarde pas seulement l'impact, mais l'action ou le manque d'action sur la question. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment sur la finance, parce qu'il faut pas oublier, et pas juste sur la finance, il faut pas oublier que, par exemple, le secteur maritime ou le secteur de l'aviation ne font pas partie de la COP, des engagements de Paris, et donc passent à travers les mailles du filet, alors que là, ils sont couverts par ces questions-là. Il y a même aussi, je dois dire, les ministères de la Défense, enfin les armées qui sont pas comptabilisées dans les productions de CO2 que chaque État émet. Donc cette personne-là peut participer à cela. Donc on est arrivé au vote et on a eu quasiment un consensus, 42 voix pour, une voix contre, celle de la Russie, et 4 abstentions qui sont la Chine, l'Inde, l'Érythrée et le Japon. Le Japon qui s'est abstenu pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas contents qu'on tienne les milieux financiers et la finance internationale pour responsables. Quelque part, le fait d'avoir un pays aussi capitaliste que le Japon d'un côté et la Russie de l'autre s'opposant à notre résolution, je pense que c'est une marque qu'on a bien fait notre travail finalement. Donc voilà, le rapporteur spécial est une position qui est encore à prendre. Donc si l'un d'entre vous veut se proposer, il reste 2 semaines pour trouver un rapporteur spécial, enfin pour que des candidats puissent soumettre leur candidature à ce poste, qui sera donc sélectionné courant février-mars de l'année qui vient. Donc, je peux transmettre la résolution, évidemment, et ainsi que même les procédures, enfin pour les candidats potentiels, ou si vous connaissez des gens qui pourraient remplir ce profil-là. Donc, je serais ravi de faire question-réponse, mais peut-être juste pour mentionner que donc ça c'est ce qui s'est passé par rapport à ce que je gérais directement, mais en même temps en parallèle il y avait donc d'autres États qui sont le Costa Rica, la Suisse, le Maroc, les Maldives et l'Estonie qui ont aussi fait une résolution qui est la première fois qu'on reconnaît, qui est la reconnaissance universelle à un droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. Cette résolution considère que on a l'exercice du droit de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable, et que c'est un élément important des droits de l'homme. C'est très novateur parce que c'est la première fois qu'on fait un lien, une reconnaissance juridique directement du lien entre l'environnement comme étant un droit de l'homme ou humain. Donc reconnaissance que l'impact qu'on peut avoir sur les droits de l'homme sur l'environnement est une violation des droits de l'homme. Ça c'était pas fait avant, c'est-à-dire qu'il y avait une reconnaissance au droit à la protection de l'environnement, même en France, mais ce lien avec les droits de l'homme n'était pas fait. Et cette résolution oblige les États à renforcer leur capacité en matière de protection de l'environnement, à adopter des politiques visant à permettre l'exercice d'un droit à un environnement sain, propre, durable, et s'il y a lieu, la diversité et les écosystèmes. Alors, juste pour pas qu'il y ait de jaloux, la France s'est aussi opposée à cette résolution-là. Ils se sont opposés parce que pour la France,
le terme sûr n'était pas un terme assez clair et qu'il pouvait avoir une implication au niveau militaire, alors qu'en anglais, c'était la traduction directement de sane, c'est-à-dire sain, sain et sauf. Et donc la France, elle s'est pas opposée jusqu'au point d'aller voter contre, mais durant toutes les négociations, a joué le rôle du trouble fait. Il faut savoir que cette résolution, ces États-là se sont attachés à la faire passer maintenant, non pas à cause pour bénéficier de l'atmosphère favorable que la COP pouvait leur donner, mais par crainte de l'arrivée des États-Unis au Conseil des droits de l'homme à la session prochaine, en sachant que les États-Unis sont opposés mordicus à ce type de résolution. Pour la simple et bonne raison que pour les États-Unis, les droits de l'homme ne sont que des droits individuels, civiques et politiques, et toute forme de droit qui peut avoir des aspects socio-culturels ou environnementaux sont pas des droits humains, et oui, donc n'existe pas dans ce cadre-là. Voilà, je peux en dire bien plus, mais je préfère que ça soit moins dans un contexte de monologue et plus dans une interaction avec vous. Ok, merci beaucoup, c'était très complet. Et donc, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de questions. Alors, il y a quelqu'un qui a levé sa petite main, mais si, c'est Robert Simon. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou bien poser des questions dans le chat. Voilà, Robert. Oui, merci pour toutes ces explications qui m'ont passionné parce que je suis en ce moment une formation sur les mécanismes onusiens pour les droits de l'homme. Alors tu vois ça, tout ça m'intéresse beaucoup. Je souhaiterais d'ailleurs que tu nous en dises plus sur ton association. Une question ponctuelle, j'aimerais avoir une idée de la population concernée par l'élévation du niveau de la mer, hein, les quelques pays là dont tu as parlé, dont on parle quasiment jamais. Combien de personnes ça représente? Et puis la question politique de tout ce que tu nous as dit, la position de la France dans tout ça, c'est quand même un outil. Il faut qu'on l'utilise politiquement. Les Français ne savent pas que la France, le pays des droits de l'homme, traîne les pieds sur beaucoup de sujets au Conseil des droits de l'homme. Il faut qu'on le rabâche, il faut qu'on communique là-dessus. C'est vraiment en vue des prochaines élections de 2022. C'est vraiment quelque chose qu'on doit porter haut et fort. Voilà, merci. Mais de rien, tout à fait d'accord avec toi et pour peut-être rebondir là-dessus parce que c'est en lien aussi avec la question qui est dans le chat sur les outils de mesure des droits de l'homme. C'est vrai que bon, il y a quelques outils, notamment l'EPU, donc c'est l'examen périodique universel, qui est un examen cyclique de la performance des États sur la question des droits de l'homme, mais c'est plus sur les questions internes, c'est-à-dire c'est moins une analyse sur les positionnements qu'ils peuvent avoir dans le cadre des négociations. C'est est-ce que la France, par exemple, respecte sa communauté LGBTQI, etc., ou les droits de l'homme, ou les violences policières, etc. Et peut-être beaucoup moins son manque d'ambition ou ce qu'elle peut faire pour limiter, par exemple, certaines initiatives plus ambitieuses dans le cadre du Conseil des droits de l'homme ou ailleurs d'ailleurs. Donc l'analyse au niveau de ces politiques-là tend à manquer, je l'avoue. Et c'est assez difficile parce que ça demande une présence assez continue. Et ceux qui ont un peu cette présence de manière générale ont tendance à pas se focaliser sur la France, mais sur l'Arabie Saoudite, enfin d'autres des situations de guerre qui ont lieu ailleurs. Pour ce qui est
mais là, par contre, c'est vrai qu'au vu des élections qui viennent, etc., moi, je serais content, mais je pense que là, on parle plus climat, mais Robert ou d'autres, on peut continuer à discuter là-dessus pour pouvoir construire un peu un dossier. Je peux essayer de trouver des pistes. Après, on peut trouver des étudiants à Sciences Po ou n'importe quelle université ou autre qui s'intéressent à la question pour faire une compilation des documentations, des positions qui ont été prises. Il y en a beaucoup qui sont dans le en second lieu. On t'entend plus. Enregistré par l'ONU. Oui, donc j'ai perdu un tout petit peu. Donc voilà, il y a moyen de gratter là-dessus. Pour ce qui est des déplacements de la population, juste un petit truc. On estime, et donc ça c'est pas moi qui le fais, c'est la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qu'on estime qu'il devrait y avoir grosso modo 200 millions de personnes qui vont être déplacées dans les 20 prochaines années à cause de la montée du niveau des eaux. 200 millions de personnes. Et ça, c'est à court terme, hein, quand je dis 20 ans, puisque ça va être beaucoup plus par après. Là où ça a un impact, c'est que dans quelle mesure est-ce que le système humanitaire va pouvoir continuer à aider ces États-là pour répondre à tout cela, surtout que dans ces 200 millions, il y aura probablement des gens qui habitent Bordeaux ou la Normandie, et encore, là, on est très métropolitain dans notre approche, on a tendance à oublier la Polynésie française, tous les territoires d'outre-mer, qui pâtissent exactement de la même situation. La Polynésie française, qui est d'ailleurs en première ligne là-dessus, et qui a demandé par décret qu'ils ont eu à ce que leur territoire maritime soit reconnu par des points géodésiques à la place du niveau de la mer à marée basse. C'est très important parce que il y a d'autres pays qui, eux, se frottent les mains à l'idée de voir que ce soit la Polynésie française ou les îles Marshall ou autres disparaître, puisque ça leur ouvre des droits au niveau de la pêche si ces eaux retombent dans le domaine international, des eaux internationales. Donc il y a des intérêts financiers, enfin maritimes et autres derrière de certains États, le Japon, de l'Australie et j'en passe. Et là, c'est vraiment un domaine où justement la France pourrait faire beaucoup plus parce que la France est le deuxième État, voire peut-être le premier, ça dépend comment on calcule, avec la zone exclusive maritime et partage avec tous ces petits États insulaires, que ce soit les Maldives, les Caraïbes ou d'autres, toutes ces questions-là. Maintenant, pour revenir, Robert, à ta question aussi, la différence qu'il y a peut-être entre les îles Marshall, Maldives, Kiribati, Tokelau, est évalue par rapport à ces 200 millions de personnes, parce que ces États à eux seuls doivent représenter à tout casser un demi-million, donc on est loin des 200 millions, c'est qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller. C'est-à-dire que tous les autres États, c'est des populations qui vont se retrouver déplacées, donc des déplacés internes, ou vont devenir donc les habitants des zones côtières vont se retrouver, que ce soit au Bangladesh ou autre, on estime 50 millions de personnes seraient déplacées rien qu'au Bangladesh. Donc sur des terres plus élevées, ces États-là n'ont nulle part où aller, et par conséquent, ça pose des questions sur leur souveraineté, sur leur existence même, et j'en passe. Et donc, en fait, c'est comment dire, ils sont un peu dans cette situation où il n'y a pas de situation de repli finalement. C'est soit on se noie, soit on est accepté en tant que réfugié. Et comme il n'y a pas de réfugiés climatiques et que les États font tout pour empêcher toute forme de mobilité, pour certains d'entre eux, ça va être très difficile. Voilà, Françoise, je te laisse gérer les. Oui, absolument. Donc, on fait la fermeture éclair. Donc, c'est Hélène Trachet qui peut intervenir. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Merci Françoise et désolée Gérard de t'être passé devant parce que voilà, notre bonne vieille fermeture éclair fait que je t'ai doublé. Alors en fait du coup ça tombe bien que je puisse intervenir juste après Guillaume. Alors, pour tout dire, donc, tu disais effectivement ces petits États là, dont les Maldives, mais les Maldives, ça représente déjà environ 350 000 personnes. Donc, toi, tu parlais d'un demi-million, mais alors, je ne sais pas après où on en est sur les îles Marshall, etc. 70 000 personnes. Comment? 70 000 personnes aux îles Marshall. Ah oui, ils sont tous. Mais bon, en tout cas, les Maldives, c'est environ 350 000 personnes, ce qui est déjà pas négligeable en soi. Alors moi j'y ai travaillé, donc j'y ai passé pas mal de temps, c'était en 2008, donc c'était déjà après le tsunami. En fait c'était après le tsunami, le gros tsunami qu'il y a eu en Asie du Sud-Est. Et déjà à cette époque-là, en fait, la montée des eaux due au réchauffement climatique était un point d'inquiétude pour les Maldiviens. Il y a eu des répercussions suite au tsunami, parce qu'on a déjà vu, en fait, ça a été une sorte d'exercice préalable, le tsunami pour ces îles-là. Et le gouvernement maldivien avait à l'époque, du coup, fait des espèces de relocalisation forcée, sachant que moi, je vivais sur l'île sur laquelle il y a le point culminant des Maldives, qui est à 2,50 m. Donc, toutes les petites îles autour dans l'atoll avaient eu une sorte de relocalisation forcée, ce qui n'avait vraiment pas été facile parce que le contexte insulaire, et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte sur l'aspect réfugié climatique dans l'avenir, c'est qu'en fait, ce fonctionnement insulaire est très, très particulier puisque c'est vraiment des microcosmes dans le fonctionnement et des îles qui sont éloignées de 1 km l'une de l'autre forment des sociétés totalement indépendantes qui ont beaucoup de mal à s'accepter l'une l'autre. Si en plus aux Maldives on rajoute l'aspect religieux, un peu rigoriste, etc., ça complexifie encore la situation. Sauf qu'à l'époque, et là tu dis qu'il n'y a pas d'accord, mais moi je voulais te demander si c'était confirmé ou pas, mais déjà en 2008, tu vois, il y avait une petite musique. Comme je travaillais en plus avec le gouvernement pour notamment justement la gestion des camps de déplacés, il y avait une petite musique qui courait à l'époque aux Maldives qui était qu'il y avait un accord avec le gouvernement australien pour permettre, en fait, pour anticiper cette disparition des Maldives et pour permettre l'accueil des Maldiviens qui se retrouveraient contraints et forcés, enfin en tout cas qui se retrouveraient sous l'eau, quoi. Donc je voulais savoir si ça c'était une réalité ou si c'est juste une légende urbaine ou les Maldiviens qui juste se berçaient d'espoir qui ne seront jamais satisfaits, ou alors est-ce qu'on peut penser que cet accord possiblement existe, mais pour faire le lien avec ce que tu disais sur la pêche, etc., est-ce qu'en fait, sous-jacent ou de façon secrète, cet accord pourrait exister, moyennant évidemment un avantage pour les Australiens, parce qu'on ne voit pas très bien par quel je sais pas, miracle ou bienveillance universelle et totalement désintéressée, les Australiens accepteraient d'accueillir 350 000 personnes sur leur sol. Alors la question est… Merci Hélène. Il n'est pas impossible qu'il y ait des accords entre les Maldives et l'Australie. Je ne les connais pas. Moi, je sais qu'il y a un accord entre les États-Unis et les îles Marshall qui permettent aux îles Marshall, enfin aux citoyens des îles Marshall d'aller résider et travailler aux États-Unis, un peu comme les Français peuvent aller travailler en Suisse, par exemple. Mais cela n'ouvre en aucun cas le droit à la citoyenneté, etc. Puis de toute façon, cela ne permet en aucun cas la préservation de la culture, de l'identité, de l'existence, de la souveraineté, et j'en passe.
L'Australie a, dans le passé, dit qu'elle était prête à accueillir les citoyens des îles Marshall et de certains États du Pacifique en échange de leur zone économique exclusive, qui est quelque part une reconnaissance que même s'ils passent sous l'eau, ils pourraient mettre la main là-dessus. Donc, quelque part, ils reconnaissent que ça pourrait continuer d'exister malgré le fait qu'il n'y ait pas une population sur un territoire, etc. Donc, c'est assez. Et alors qu'en même temps, ils poussent dans les commissions internationales, par exemple, comme la Commission internationale du droit, justement pour ne pas avoir cette reconnaissance-là. Donc, c'est assez. Bon, l'Australie, bon, là. Que dire d'autre? Si, il y a eu une reconnaissance au niveau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, parce que c'est une institution qui dépend du Conseil. Je ne vais pas rentrer dans les considérations stricto-pratiques, disons, pratico-pratiques, mais qui reconnaît un peu comme le droit de ne pas renvoyer les gens chez eux s'ils font face à la torture, de ne pas renvoyer les gens chez eux s'ils font face à la mort due au changement climatique. Ce qui est très nouveau, ça a à peine quelques années, et c'est une jurisprudence qui reste encore à renforcer, mais qui a été la première jurisprudence allant dans ce sens. C'est très intéressant parce que c'est un citoyen donc du Kiribati qui avait fait souligner que son île allait disparaître. Il était parti en Nouvelle-Zélande et donc la jurisprudence a dit que la Nouvelle-Zélande ne pouvait pas le renvoyer si à long terme il y avait une imminence par rapport aux dangers reliés au changement climatique. En sachant que il y a beaucoup de raisons. Il y a le niveau de montée des mers est peut-être une des raisons les plus tangibles et qui va devenir une réalité précoce, hein. Et d'ailleurs qui implique nombre de nos citoyens, hein, concitoyens qui sont en Polynésie, en Réunion et autres. Mais ça a aussi une implication sur toutes les zones où les pics de chaleur vont être tellement longs et le taux d'humidité tellement élevé que une partie de la planète va devenir géographiquement inhabitable par l'être humain. En tout cas, sans climatisation. Donc là, il va y avoir aussi, et quand on voit les politiques migratoires actuelles et notre capacité de gérer la chose de manière coordonnée, constructive, en lien avec nos valeurs humanistes et droits de l'homme et droits de l'homme, ça va pas être facile. Absolument. Mais pour dire, il me semble qu'il y a eu un asile qui a été accordé à quelqu'un du Bangladesh pour des causes climatiques, je crois, l'an dernier en France ou il y a 2 ans. Quelque chose de très étonnant. Voilà. On ne sait pas pourquoi, ça doit être une préfecture qui n'a pas fait attention. Je sais pas. Je suis une mauvaise langue. Moi, je poserais bien une question, mais je vais passer la parole à Gérard. Mais quels sont les arguments de la France pour refuser tout ça? Dire, ils enveloppent comment? Dans quoi enveloppent-ils donc ce refus? Le refus par rapport justement à créer, à avoir un rapporteur sur l'environnement et à créer un lien entre environnement, droits humains et la création d'un rapporteur, pardon. Alors pour le rapporteur spécial, il s'y était opposé donc principalement parce qu'il y avait il y a 2 arguments. Le premier, c'est l'argument selon lequel le lien entre droits de l'homme et climat leur paraissait ténu à Paris. C'est celui que j'ai mentionné au début. Et le deuxième, c'est la prolifération des rapporteurs spéciaux. Ils pensaient qu'en avoir un de plus sur une question aussi marginale que celle-ci n'était pas nécessaire. Pour ce qui est de la question de l'environnement sain, comme je le disais, ils avaient énormément de problèmes sur l'aspect, le langage, c'est-à-dire l'utilisation du mot sûr. Un environnement sûr, la France n'arrivait pas à comprendre ce que ça pouvait être.
et voit l'utilisation du mot sûr comme une question éminemment militaire. Et donc avait des problèmes sur cette question-là. Merci. Gérard Lévy. Oui, merci d'abord pour avoir lancé ce débat. Je pense qu'on est en plein d'actualité et que la gestion de crise au niveau local et planétaire mérite d'avoir une vision globale sur la prévention des risques majeurs. Là, j'ai une casquette d'élu. On a créé un groupe de travail sur ces questions-là au sein de la Fédération des élus écolos et verts. Je pense que là, en effet, on est à l'intersection des droits de l'homme, déclaration universelle, hein, mais on a aussi la déclaration adossée, la déclaration d'avoir une air respirable, d'avoir un environnement sain, donc ça se rajoute, et il manque au niveau international, quand je dis de l'actualité, il manque, je dirais, des leviers pour prévenir les risques majeurs. On a vu en Afghanistan, en quelques semaines, il y a une évacuation forcée avec des moyens logistiques importants. Je pense que quand on est en crise majeure par une subduction d'une île, je pense que l'ONU doit se doter d'une task force civile, y compris l'Europe, pour assister les personnes menacées de tels risques, y compris les risques séismiques, les risques on l'a vu, tsunami. Donc, il faut que les ONG qui sont lanceurs d'alerte, et j'en profite pour faire juste un rappel que ce week-end, il y aura des conférences sur lanceurs d'alerte qui ont lieu à Saint-Denis. Hein. J'ai envoyé ça, je peux le renvoyer de nouveau. Et on est à la croisée. Donc, toutes les commissions OLV et tous les partenaires doivent avoir conscience de ces objectifs. Et la COP26 est aussi l'occasion, ainsi que les grandes conférences de l'ONU. J'en profite pour dire qu'il y en aura certaines sur le désarmement nucléaire, où les ONG seront présentes, pourront interpeller en disant 1800 milliards consacrés à l'armement et au surarmement, au détriment rien que des 100 milliards demandés par an pour les pays qui veulent défendre leur environnement par rapport aux risques. Donc, on a un grand chantier, on a une feuille de route, et je pense que cette vision participe, et je suis tout à l'écoute de ce qui vient d'être dit. Donc, c'est à la commission transnationale, avec les autres commissions, d'amplifier ces débats et de poursuivre évidemment les échanges. Merci. Non, mais merci Gérard. Puis je suis content de pouvoir parler à des élus aussi parce que quand on déclare et qu'on a une reconnaissance d'ailleurs et que la France finit par voter en sa faveur, donc elle prend une position publique et contraignante quelque part, un environnement sûr et sain, et qu'on pense à l'opposition du gouvernement sur le glyphosate ou d'autres, c'est des dimensions qui peuvent sur lesquelles on peut réfléchir et où il peut y avoir matière d'utiliser ces résolutions-là justement que ça soit dans les plaidoyers ou même dans les questions et les discussions qui ont lieu localement. Et je pense aussi à une autre question, puisque Gérard t'a parlé du nucléaire, c'est aussi cette question, c'est que et d'ailleurs il y a une recherche qui est faite au sein de l'ONU et donc à laquelle on peut contribuer par des rapports et des soumissions sur les zones qui sont sacrifiées par la pollution, par le manque à l'environnement, etc., ou par les mines qui sont construites et qui ont détruit ces zones-là de manière quasi permanente. Une de ces régions à laquelle je pense aussi, c'est pour revenir encore à la Polynésie française. On va croire que je suis polynésien, mais j'ai pas le physique. Mais c'est toutes les zones où on a fait des tests nucléaires à répétition et où les populations peuvent pas retourner, peuvent même pas aller pêcher, etc., quoi. Si je jongle avec c'est Robert Simon, je crois, qui a redemandé par rapport aux zones sacrifiées. Moi, mon dada, c'est l'extractivisme. Donc,
effectivement, il y a des endroits où, vu les mines et la taille des mines, puisque certaines font des kilomètres, on a déplacé au Pérou une ville de 80 000 habitants pour faire une mine. Et le Pérou a 80% de sa superficie qui est creusée par des mines diverses et variées. Et donc, ça s'ajoute effectivement au fond vert, puisque Oui, c'est essayer de réparer ce qui a été fait, mais récemment, et c'est extrêmement difficile. mais je dirais, Françoise, quelque part, les rapporteurs spéciaux, donc celui sur l'environnement et aussi celui sur en anglais, ils appellent ça toxic waste, les déchets toxiques, euh, sont assez alertés sur ce qui se passe en Amérique latine. Je pense qu'ils vont le mettre dans leur rapport, etc. Là où ils ont souvent moins d'informations, c'est sur ce qui peut se passer sur notre territoire national ou dans d'autres régions, parce que on participe pas tellement à ces rapports et à ces contributions-là pour pouvoir informer ces rapports-là et donc pouvoir exposer quelque part ce qui s'y passe. Voilà. Alors, nous avons deux personnes. Robert, est-ce que je peux donner il y a Régis aussi, la parole à Bernard qui n'est pas encore intervenu. M'autorises-tu à cela, Robert Simon? Ok, merci. Guillaume, merci d'abord de tout ce que tu nous donnes comme information. J'aurais souhaité en savoir plus sur l'étendue des moyens et du mandat de cette nouvelle fonction, dans la mesure où j'ai illustré, par exemple, alors les moyens, c'est extrêmement important, puisque s'il a des moyens, il peut envisager des mises en cause, si c'est dans les missions, beaucoup de si. Donc moi, j'aurais vraiment voulu en savoir plus, et j'ai donné un exemple. On sait que à certains endroits d'Afrique, mais c'est pas les seuls, c'est juste pour illustrer, les entreprises pétrolières polluent énormément. Donc, il y a une atteinte non seulement, je dirais, à cette atmosphère, mais aussi aux sources même nutritionnelles, quoi, qui sont nécessaires pour vivre, voire pour survivre. C'est juste pour illustrer, est-ce que son mandat pourrait être d'aller jusqu'à interpeller, enfin voilà, quels sont les moyens, les missions, à travers des exemples concrets comme celui-là. Merci. Merci Bernard. Je tiens à souligner déjà un rapporteur spécial sur l'environnement. Donc là, on a créé un sur le climat. On peut voir ce qu'a fait le rapporteur spécial sur l'environnement. Et lui-même a participé à des comment dire à ah zut, le mot m'échappe. Les décisions juridiques, c'est-à-dire qu'il a contribué, il est allé dans des cours de justice. Par exemple, la plus connue que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, c'était en Nouvelle-Zélande lorsqu'il y a eu la reconnaissance d'un droit d'un fleuve comme étant une personne morale, donc dans le droit, ayant les mêmes droits qu'une compagnie ou autre. C'est lui qui est un peu derrière et qui a poussé et qui a contribué sous son propre titre en tant que rapporteur spécial sur l'environnement et qui a aidé les juges à arriver à cette jurisprudence. C'est dans un contexte particulier. Maintenant, il fait la même chose au Canada et donc il pourrait être amené à faire la même chose en Afrique. Et donc le rapporteur spécial sur le climat pourrait intervenir aussi dans le même domaine. Sur les questions qui sont d'ordre environnemental, peut-être qu'il laisse le champ à celui sur l'environnement, même si les deux peuvent se renforcer mutuellement. Mais on a tellement besoin de tenir les États redevables pour leur politique climatique déjà qu'il y a déjà pas mal de choses à faire là aussi. Les moyens de base, c'est-à-dire ce clé en main, il reçoit 2 millions de dollars pour gérer ce mandat-là. Après, c'est des mandats qui sont en général faits et qui s'associent à des instituts de recherche ou des universités pour amplifier encore plus leur capacité de travail.
Donc, que ça soit, par exemple, le Climate Change Tracker, qui est une organisation qui est celle, par exemple, qui regarde, qui fait toutes les projections sur à l'avenir, sur la base des commitments, des engagements qui sont pris par les États sur les changements climatiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Par exemple, le rapporteur spécial sur les déplacés internes a tout un think tank d'une quinzaine de personnes. C'est 5 millions de dollars en plus de son mandat de 2 millions pour gérer ce genre de questions-là, quoi. Je fais pareil, Régis. Après, Robert, je te promets. Donc, moi, ce sera très rapide, hein, du coup, parce que, comment dirais-je, ma question a déjà été plus ou moins posée, à la fois par Françoise et Bernard, il me semble. Donc, en fait, je voulais revenir sur la partie donc multinationale, parce que là, c'est vrai que tu viens d'en parler, Guillaume, mais je voulais en fait savoir si, comment dirais-je, ces résolutions pouvaient aussi permettre comment dirais-je, d'améliorer la redevabilité, si on peut appeler ça comme ça, des multinationales également. Et également savoir s'il y a un lien qui est fait ou pas, de manière même informelle, hein, avec une autre discussion qui a lieu actuellement, enfin depuis 7 ans maintenant, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sur un projet de traité contraignant, donc concernant les multinationales face aux droits humains et droits environnementaux. Ouais, excellente question. Et effectivement, il y a cette résolution. Je pense que tu fais référence à celle qui est menée par l'Équateur, qui cherche vraiment à amener la responsabilité des multinationales sur la question des droits de l'homme. Ben, j'espère que le rapporteur spécial jouera un rôle et contribuera à faire avancer la responsabilité à ce niveau-là, c'est sûr. Et je pense qu'il aura vraiment, il ou elle aura vraiment ce rôle à jouer. Il faut savoir que on est tous responsables des droits de l'homme. Et alors que, comme je le disais plus tôt, il y a de nombreux secteurs qui sont passés entre les mailles du filet lors de l'accord de Paris. Et qui sont pas comptabilisés. Donc, que ça soit toutes les compagnies aériennes, il y a que les vols nationaux à l'intérieur du territoire qui sont qui sont calculés lorsqu'on fait les calculs de CO2. C'est-à-dire qu'un vol Paris-New York ne rentre pas du tout dans les calculs d'émissions de carbone des États, que les émissions qui sont faites par l'armée française ne sont pas prises en compte dans les émissions de carbone de la France, que seules les émissions carbone, parce que ça aussi c'est un détail, on a tendance à oublier, seront pris en cause et que tous les autres types de gaz ne sont pas calculés non plus, que le secteur de la pêche et tout le secteur de maritime n'est pas non plus pris en cause, et que la finance internationale non plus. Alors que les droits de l'homme, comme ils sont universels en tout temps, etc., donnent le mandat à cette personne à pouvoir justement faire le lien climatique sur tous ces domaines-là qui ont échappé au calcul et à la vue. Et c'est pour ça que je suis assez content de ça, quoi. Donc voilà. Merci Robert. Merci. C'est enfin à toi. 3 questions brièvement. Est-ce que lorsqu'on a voté pour la création de ce poste de rapporteur spécial, son mandat a été déterminé? Et deuxième question, il me semble que l'examen périodique universel pour la France, ce sera en 2023, donc c'est pas très loin parce que ça s'étale sur au moins un an. Et je voudrais que tu reviennes sur sur le champ de ces examens périodiques universels. J'ai cru comprendre que, effectivement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, que les politiques internationales, les politiques de relations internationales ne font pas l'objet de l'examen périodique universel. Et ma troisième question, c'est sur
tu nous as parlé de ce dossier du réchauffement climatique, mais ton association travaille-t-elle sur d'autres dossiers? D'après ce que quand tu l'as présenté tout à l'heure, j'ai cru comprendre que oui. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? La première question. La première question, c'est sur le mandat du rapporteur. Est-ce que c'est déjà défini ou est-ce que c'est à débattre? Non, le mandat a été défini puisque à partir du moment où il vote sur un texte tel qu'il a été défini. Donc, il y a même eu une révision, etc. Mais le texte, je l'ai, quoi. Enfin, il est sur Internet. Je peux le faire circuler en même temps que l'invitation à toute personne qui veut être candidate pour le poste, etc. Donc voilà, ça c'est pour le mandat. Et donc ces questions-là, toutes les questions que j'ai mentionnées ont été soulevées et inclus dans le mandat. Ce qui nous a aidé énormément, c'est justement le fait qu'on était un mois avant Paris, parce que l'Union européenne, qui faisait partie du groupe pilote, voulait pas du tout de ces considérations-là, que ce soit responsabilité financière, le secteur privé, le ceci, le cela. Et puis c'est le Brésil et surtout l'Argentine qui ont poussé comme des malades. Et nous, on en était bien contents parce qu'on a forcé l'Union européenne à faire énormément de compromis pour arriver à un consensus, parce que on voulait s'assurer d'avoir ces pays-là pour avoir un consensus, quoi, et en sachant qu'on n'aurait pas la Russie et qu'on avait un peu perdu la cause avec l'Inde. Et donc il était nécessaire d'avoir ces pays-là. Et donc c'est un peu grâce à ces pays-là qu'on a réussi à avoir ce langage et ce degré de redevabilité dans le document. Si je n'ai qu'un seul regret par rapport au mandat, c'est de ne pas avoir réussi à y mettre. Alors, je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on utilise en français dans les négociations, mais c'est tout le volet sur les loss and damage, sur les pertes et les destructions. C'est l'article 8 de Paris, c'est celui sur les compensations sur les pertes qui peuvent avoir lieu à cause du réchauffement climatique. Question numéro 2, qui est celle de l'EPU. Oui, effectivement, donc l'EPU 2023, et ça dure pendant un an, et effectivement, c'est sur les questions des droits de l'homme, c'est sur la façon dont le pays gère ces questions des droits de l'homme. Donc, on va s'attendre à ce qu'il y ait énormément sur les violences policières suite à ce qu'on a vu sur les 2 dernières années, sur toutes les législations antiterroristes, etc. Voilà, on en verra beaucoup moins sur le manque d'ambition de la France au Conseil des droits de l'homme ou autre. Mais quelque part, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est la responsabilité de la France par rapport à sa propre population qui va être mise sous objectif. Moins sa politique internationale. Même si finalement les violations que la France peut avoir au Mali ou ailleurs peut à la rigueur être soulevées par les États concernés d'ailleurs. Donc ça c'était pour le PU. Pour ce qui est de ce que l'on fait nous, effectivement, je ne travaille pas exclusivement que sur le climat. On apporte notre soutien à d'autres États ou à d'autres groupes ou à d'autres causes. Alors, de manière assez marginale, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources allouées à ça, mais on a soutenu et on soutient toujours la cause sahraoui pour le Sahara occidental dans le processus de paix sur le sujet, ou disons le manque de processus de paix sur le sujet. Je mentionne celui-ci parce que je sais qu'il y a eu plusieurs articles qui sont passés dans la commission transnationale sur le sujet. On travaille aussi sur le cyber, donc tout ce qui est cybernétique, Internet. On travaille pour amener plusieurs États du Sud à prendre conscience des enjeux et à s'intéresser à la question, puisqu'il y a une convention qui est la convention de Budapest,
mais qui est exclusivement européenne, et qu'il y a une tentative d'avoir une convention internationale sur le sujet, et que le problème des pauvres des pays du Sud, c'est que la Chine leur amène Internet, le câble et tout, mais évidemment, c'est pas neutre non plus, quoi. Et je dis la Chine, mais il y a aussi des problèmes avec les GAFA à ce niveau-là aussi. Donc voilà, ça c'est un autre dossier. On a aussi un dossier sur on travaille beaucoup pour essayer de donner un siège aux réfugiés au HCR, donc au Haut Commissariat aux réfugiés, puisque le HCR a un mandat de protéger les réfugiés, mais en réalité n'est dirigé un comité exécutif qui est composé exclusivement d'États, et qui font en sorte d'empêcher vraiment le HCR de remplir son mandat vis-à-vis des réfugiés. Donc je travaille là-dessus aussi. On travaille aussi sur la participation des femmes au processus de paix, que ce soit au Venezuela, au Yémen et au Mali. J'en manque, hein. Il y a 2-3 autres choses que l'on fait, mais grosso modo, c'est parmi les gros sujets que l'on traite actuellement. Merci beaucoup, Guillaume. François, je ne sais pas si tu veux d'autres points à aborder. On approche des 20 heures, donc on est pas mal en termes de timing. Non, l'une des questions qui m'est venue, est-ce que ça pourrait rentrer en contradiction avec la question des tribunaux d'affaires qu'on a vu se développer avec les accords multilatéraux commerciaux, et l'exemple de la Russie, enfin d'une entreprise russe qui attaque la France par rapport à la mine d'or en Guyane. Mais il y a plein d'autres exemples. Et finalement, puisque c'est à la fois environnement et droits humains dans le cas de la Guyane et dans le cas d'autres, voilà, ou par exemple, vous avez dû entendre parler de cette histoire complètement folle de l'Équateur, où l'avocat qui défendait l'Équateur se retrouve à la fois confiné chez lui, mais pas par le Covid, mais parce que on considère qu'il s'est attaqué à des choses qu'il n'aurait pas dû. Il a soi-disant trafiqué des choses, et là, c'est pareil, il est condamné à des années de prison. Donc, tout ce genre de choses qui concernent là plutôt les pays du Nord, évidemment. Mais est-ce que ça peut jouer effectivement pour essayer de contrecarrer ce genre de pratique? Ça dépendra aussi beaucoup de la carrure de la personne qui prend le mandat, de ses intérêts, souvent du profil de cette personne, et si elle aura le courage de s'attaquer à cette question. Mais le mandat en tant que tel le permet, c'est sûr. Il est assez large pour pouvoir permettre à s'attaquer à cette question qui, je suis d'accord, est une question très épineuse, parce que elle est très importante, et donc je suis assez d'accord, oui. Voilà, après, c'est des questions que nous, on peut souligner, ou d'autres États qui ont été victimes de ces questions-là peuvent encourager la personne à s'engager sur ce domaine. C'est évidemment quelque chose qui devrait être géré directement et mis au devant de la scène. Et merci de me l'avoir rappelé, parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec 2-3 personnes ici à Genève. Que c'est tout frais. Hein. C'est pas nouveau, hein, et ça revient. Non, c'est tout frais pour la France. Oui, pour la France. Non, pour le Canada, pour des tas de pays, c'est pas frais du tout. Et pour l'Équateur ou d'autres, encore moins, mais évidemment. Mais c'est frais dans le sens où ça ressort à l'heure actuelle de plus en plus, évidemment, avec les accords avec l'Amérique latine, Mercosur, etc. etc. quoi. Oui. Je ne sais pas, il n'y a plus de questions, apparemment. Non, c'était juste pour que Guillaume précise peut-être un point par rapport à une question de Robert tout à l'heure concernant le PU. Normalement, il me semble que les associations françaises peuvent envoyer un rapport
notamment au bureau du haut-commissaire, donc concernant le PU, et ça peut alimenter le travail du haut-commissaire. Comme il y a pas mal de responsables d'associations parmi nous, voilà. Si Guillaume peut leur préciser ça. Je peux, tout à fait. Alors, j'ai pas les dates pour les soumissions de rapports, mais effectivement, toute ONG, toute organisation intéressée à la question peut le faire. D'ailleurs, je vais voir, parce que c'est assez facile pour moi de trouver les dates, alors que le site, leur site web est extrêmement nébuleux. Donc, je vais voir, mais voilà, c'est à moins qu'il y ait d'autres questions entre-temps. Il me semble que les associations doivent déposer leurs remarques et leurs propositions 6 mois avant le passage du pays devant le Conseil. Donc, ça devrait faire fin 2022 pour la France. Ça, je peux envoyer ça demain avec les autres informations dont j'ai parlé plus tôt pour envoyer le mandat ainsi que les autres informations sur le sujet. Oui, par rapport à la finance, est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu veux dire par rapport à la finance, droits humains et environnement? Est-ce que c'est les financements, justement, les subventions dont on sait que, enfin, les subventions, les financements dont on sait que ça n'arrête pas de la part des banques, puisque les banques françaises, pendant le confinement, alors que partout dans le monde, ça avait baissé de 9%, les investissements dans les énergies fossiles, en France, ça a augmenté de 19%. Donc, est-ce que c'est à cela que tu faisais allusion? Effectivement, oui. Et puis, on a l'exemple de l'Ouganda, par exemple, avec Total. Voilà, puisqu'il y a des gens qui viennent d'être emprisonnés aussi, en plus. Donc, c'est ce genre de choses que tu voulais dire en parlant de la finance. Oui, oui, tout à fait. Les défis, ça, ainsi que les défis financiers. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les défis financiers pour de nombreux États de pouvoir relever. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'États aussi. Alors, j'ai mis le lien dans le chat sur la deadline pour les soumissions à l'EPU français. Il semblerait que le deadline soit le 1er octobre 2022. Et donc, ce que je disais, c'est que il y a aussi beaucoup d'États, comme les îles Marshall ou d'autres, même si dans le fond, c'était pas du tout la priorité pour les îles Marshall, mais il y a beaucoup d'États qui disent on peut pas nous dire qu'on a des responsabilités vis-à-vis des droits de l'homme de nos citoyens à cause de l'impact climatique. Si c'est pas nous qui avons causé l'impact climatique, et en plus, on nous donne pas les fonds pour s'adapter, pour pouvoir résorber le problème, ce qui est totalement légitime. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est entendu par les défis financiers en question, quoi. D'ailleurs, à la COP26, par rapport à ce qui a commencé à se dire sur le fonds vert c'est une vraie catastrophe parce que ça continue comme la France. C'est des prêts donc, et quelquefois avec des accords commerciaux. Vous m'achetez 2 marchands de tapis, donc là, on est très très en retard et en plus, ils sont partis sur non plus l'atténuation du réchauffement, mais l'adaptation. Vous n'avez qu'à vous mettre sur pilotis et puis ce que tu disais, on va vous faire des îles en plastique. Je suis cynique, mais c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. J'ai encore une question, excusez-moi, mais on peut être d'accord sur le fait que la guerre est souvent une violation des droits de l'homme, et en particulier l'arme nucléaire. Et donc, comment le Conseil des droits de l'homme aborde-t-elle ces questions? Il n'y a pas de rapporteur spécial sur l'arme nucléaire, par exemple.
Non, il y a seulement un rapporteur spécial sur les déchets toxiques qui inclut donc les déchets nucléaires, enfin radioactifs. Donc c'est pas seulement le nucléaire dans le sens militaire du terme, mais c'est aussi, ça peut aussi impliquer les déchets suite à la production d'énergie nucléaire, voilà, qui peut être déversée dans les mers ou enfouie sous terre, etc. C'est une question à laquelle moi je vais m'atteler. C'est mon prochain cheval de bataille avec les îles Marshall, puisque les îles Marshall, entre 1946 et 1958, donc pour 12 ans, ont été le terrain de tests nucléaires de la part des États-Unis. Et c'est l'équivalent en termes de détonation, de puissance de feu, d'une fois et demie Hiroshima, tous les jours, pendant 12 ans. Wow. Donc c'est assez conséquent. Sur 4 atolls, on connaît tous l'atoll de Bikini. C'est de là que vient le nom du maillot de bain, parce que c'était explosif. Donc voilà, et ils ont rien en fait. Ils ont eu une assistance. Ils ont une assistance pour les personnes qui étaient de ces îles-là au moment de ces tests. Mais on peut pas nier que les populations et leurs enfants depuis, donc toutes les personnes sont impactées. La quasi-totalité de la population des îles Marshall a un cancer. Ils ont des taux de genre 60% pour à moins de 12 ans, 60% de la population a déjà eu un cancer, quoi. Donc voilà. Donc pour eux, et il n'y a eu aucune stèle, aucune reconnaissance. Mais entre nous, soit dit, il n'y a aucune stèle et aucune reconnaissance pour les tests qui ont eu lieu en Algérie ou les Royaumes-Unis en Australie, ou il n'y a aucun des États qui a. Et en plus, bon, et un truc aussi extraordinaire, c'est que les États-Unis, et je le dis pour les États-Unis parce que ça je le sais, mais je ne sais pas ce qu'il en est des autres États. Ont même pratiqué des tests surhumains. Donc on parle de tests qui ont eu lieu entre 46 et 58 en exposant volontairement des êtres humains aux explosions nucléaires et à l'impact radioactif, qui est en fait un crime contre l'humanité, puisque les Allemands avaient fait ça juste 5-6 ans auparavant et qu'on les a allumés à Nuremberg pour les avoir fait, quoi. D'ailleurs, ont été déclassifiées il y a 5-6 ans, donc elles sont utilisables. Et une dernière chose, ça me fait penser justement à ce qu'on a appris, alors qu'on le savait forcément, mais en Irak aussi, après la Première Guerre, et sans doute la Deuxième aussi, ça a été non seulement des charniers, mais on a laissé plein d'armes, de l'uranium appauvri, etc. Et apparemment, il y a une quantité de cancers totalement exponentielle. Hein. C'est une vraie catastrophe et ça touche les enfants. Ça touche les femmes enceintes, bien entendu, et c'est pourtant la Première Guerre, c'était il y a 30 ans. Hein. Donc, mais ça perdure et les sols sont complètement pollués. Et donc, évidemment, là aussi, je pense que ça peut aussi être tomber dans le pot du rapporteur éventuellement. Malheureusement, avec tous les conflits, mais celui-là, tout le monde le connaît et c'est vrai qu'on en parle très peu de cette conséquence qui est pourtant... Il y a aussi je ne sais pas si je peux partager avec vous mon écran. Je vais vous montrer juste une image assez rapidement marquée. Je peux très bien faire vous envoyer le lien, puis ceux qui veulent le voir peuvent aller le voir. Et donc, ça, c'est une photo du dôme que vous pouvez cliquer ici. Qui est le dôme des îles Marshall, où les États-Unis ont entreposé tous les déchets radioactifs de tous les tests qu'ils ont fait
aux îles Marshall, et aussi ceux qu'ils avaient fait aux États-Unis lors de la découverte de cela, n'est-ce pas? Ce dôme fuit dans l'océan Pacifique, et avec le niveau de la montée du niveau va visiblement, on peut le voir, passer sous l'eau. Avis aux amateurs de thon rouge, pêchés dans le Pacifique. Et le problème, c'est que les îles Marshall, tout petit État de 70 000 habitants, n'a pas les moyens de gérer ce désastre environnemental, et que personne ne les aide en fait à cette question-là. Donc voilà, le nucléaire, ça sera mon prochain cheval de bataille, lié aussi évidemment à la question du niveau de la mer, de la montée des eaux, son impact sur les frontières maritimes, mais aussi sur les questions de souveraineté et la question pour les populations concernées. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire, et en particulier, bon, sur Regarde ça en France, mais ailleurs aussi. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va libérer Guillaume. Ouais. Il n'était pas trop emprisonné, malgré tout, je pense. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Et c'est surtout, enfin, Elias connaît mieux puisqu'il travaille plus dans le domaine. Moi, je connais beaucoup moins bien tout ce qui concerne les institutions. Et donc, j'apprends beaucoup là-dessus, et j'avais déjà beaucoup appris. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé qui sont comme moi. Apparemment, il y en a qui connaissent mieux. Heureusement pour le parti. Là, on a pas mal de monde finalement dans notre parti qui suivent un peu ces questions élevées. Tous ne sont pas forcément, entre guillemets, révélés au grand jour, mais j'en connais un certain nombre qui sont dans du parti, qui travaillent à Genève ou qui travaillent autour de ces institutions. Mais voilà, des fois pour des raisons professionnelles, on ne peut pas non plus toujours Bien sûr. se rendre public, mais voilà. Donc c'est un vrai sujet, et c'est quand même assez encourageant de voir qu'on est de plus en plus nombreux à être impliqués sur ces questions internationales à différents niveaux, sur différentes thématiques. Et je remercie encore vraiment beaucoup Guillaume d'avoir pris le temps de faire ce point-là, parce qu'effectivement, c'est une avancée assez importante et parfois qui passe un peu sous le radar, parce que les rapporteurs spéciaux, c'est effectivement pas, ça fait pas les premiers titres des journaux, mais quand on voit ce à quoi on peut arriver à une COP26 et ce à quoi on peut arriver avec des rapporteurs spéciaux, ça peut laisser songeur. Mais en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de prises de contact qui ont été faites dans le chat, et merci encore pour ta disponibilité. Je pense qu'on sera un certain nombre de la commission et d'autres qui vont peut-être t'écrire, te contacter sur différentes questions. Je pense que Mer et Littoral a l'air très intéressé. Moi, sur les tonniers, je suis de voilà. 7. Ouais, Mafieux tonnier. on a tous des atomes crochus à faire valoir avec toi. Donc, on a hâte de pouvoir les développer. Et puis, évidemment, on aura évidemment de nouveau l'occasion de discuter de tout ça au sein de la commission transnationale avec toi. Mer et littoral, pour information, il y a aussi les copains d'outre-mer, de la commission outre-mer, etc. C'est pas limitatif. Hein. Voilà, donc on est. Et Françoise, 7 étant sur la métropole, il n'y a aucun problème. Oui, mais j'en fais partie, hein, mais je peux pas tout faire. Oui, il me semblait, oui. Bah, oui je fais des choses localement sur les tonniers, par exemple. Mais pour Guillaume, peut-être 30 secondes. Bon, moi, je suis allé en Polynésie et j'ai rencontré Oscar Temalou parce que j'étais engagé il y a très, très longtemps déjà dans les mouvements non violents par rapport aux essais nucléaires. Donc, quelques contacts. Et s'il y a besoin, si tu travailles sur le sujet, je pourrais sans doute créer le lien, quoi. Mais merci à tous. Moi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail que je trouve passionnant, donc je m'y jette corps et âme. Une motivation politique que vous pouvez ressentir dans les discussions, et j'essaye de relier le tout. Ma seule contrainte, comme beaucoup d'entre vous, c'est mes 2 petits garçons et que j'essaie d'avoir du temps de les voir grandir quand même aussi. Mais sinon, le reste, vous m'avez avec vous, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore.
Eh bien, on ne va pas trop tarder plus longtemps alors. Ouais. Merci à la Commission bonne fin de soirée. transnationale. Merci. Allez, Allez, Kenavo. Merci, à Kenavo. bientôt. Allez, Bonne soirée. bonne soirée.